Salut à tous, c'est Financesphère. En ce moment, s'il y a bien une figure qui focalise toute l'attention de la macroéconomie, c'est sans conteste le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh. Forcément, comme c'est un profil nommé par Donald Trump, beaucoup d'entre vous ont sauté sur la conclusion facile. Ok, c'est le sauveur. Il va sabrer les taux d'intérêt à la hache pour doper les marchés. Sauf qu'en juin dernier, lors de sa toute première conférence de presse du FOMC, ça a été la douche froide. Contre toute attente, il a balancé des déclarations ultra hawkish, prenant les investisseurs totalement à contre-pied. Pourtant, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez voir que Kevin Warsh prépare en sous-main des réformes de fond et que ce virage va apporter un nouveau souffle bienvenu pour nous, les investisseurs. Allez, on décortique tout ça au microscope tout de suite. Je vous donne direct ma conclusion. Pour moi, Kevin Warsh n'a absolument rien d'un faucon dogmatique. Au contraire, c'est un réformateur ultra stratégique, un vrai maître du jeu capable de piloter la psychologie des marchés en soufflant le chaud et le froid. Regardons de près ce qu'il mijote. Le premier gros morceau à surveiller, c'est la façon dont il va lier la réduction du bilan, le fameux quantitative tightening, à sa politique de taux. Warsh a été limpide. Le bilan boursouflé de la Fed flingue l'indépendance des marchés et il veut dégonfler tout ça, et vite. Pour faire simple, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, le bilan, c'est le livre de compte de la Fed. C'est là qu'on enregistre toutes les obligations qu'elle a rachetées pour injecter des liquidités. Grosso modo, gros bilan égale injection massive de cash. Réduire le bilan, c'est éponger ce cash. Le truc, c'est que Warsh a frontalement attaqué la composition actuelle de ce bilan. Selon lui, elle crée de graves distorsions économiques parce que les effets monétaires se concentrent de manière disproportionnée sur certains secteurs, comme l'immobilier. Refusant de voir la Fed prisonnière du biais de conformité et des vieilles habitudes, il a carrément annoncé une refonte totale du système. Évidemment, cette annonce a jeté un froid sur le marché. Si la Fed largue ses obligations d'État ou ses MBS, les titres adossés à des créances hypothécaires, elle aspire les liquidités. La masse monétaire se contracte et le prix des obligations s'effondre. Et qui dit baisse du prix des obligations, dit hausse des rendements, donc des taux. Quand les taux s'envolent, le crédit se durcit pour tout le monde et le cash se raréfie. Une logique implacable. Sauf que c'est là qu'il faut être malin et lire entre les lignes. Il y a de fortes chances que Kevin Warsh utilise ce resserrement du bilan comme un bouclier politique, un prétexte solide pour faire l'inverse sur les taux directeurs, les baisser. Souvenez-vous, Trump avait mis une pression monumentale sur Jérôme Powell pour qu'il baisse les taux, mais Powell avait tenu bon. Le marché s'attendait donc à ce que Warsh ouvre les vannes dès son arrivée. Alors quand il a exposé ce quantitative tightening pour assécher les liquidités, l'espoir s'est estompé. Aujourd'hui, le marché a globalement mis de côté les attentes de baisse rapide de taux. Pire encore, la peur de voir les taux grimper à cause de l'inflation est déjà priced in. Du coup, Warsh veut-il vraiment une austérité pure et dure? Officiellement, il n'a encore rien acté. Mais si on regarde la feuille de route de la task force qu'il vient de créer, on a un indice majeur. Pour lui, l'impact sur le marché est totalement différent selon qu'on utilise l'arme des taux ou celle du bilan. Je vous cite ces mots exacts. C'est peut-être le fait de différents mécanismes de transmission de la politique monétaire, selon qu'elle provient de notre outil des taux d'intérêt ou de celui du bilan. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons également mis en place un groupe de travail sur ce point. Et cette task force sur le bilan va se pencher plus en profondeur sur le sujet. Quand on décrypte ça, on comprend que si la Fed verrouille un plancher restrictif en réduisant son bilan, elle s'achète une liberté d'action et une légitimité pour manipuler les taux à la baisse. Le rôle de cette task force va être de calibrer précisément cette équation monétaire. Puisqu'on a réduit la voilure des actifs de temps, on peut baisser les taux de temps pour amortir le choc et équilibrer le système. Pour un président choisi par l'administration Trump, la tournure que prennent les travaux de cette task force envoie un signal clair. Une baisse des taux reste hautement probable. Et même si l'impact macro-global reste neutre, à cause de cet arbitrage entre bilan et taux, la psychologie des foules, elle, va réagir positivement dès qu'elle entendra le mot clé. Baisse des taux.
Le sentiment de marché peut ainsi retrouver des couleurs bien plus vite qu'on ne le pense. Deuxième pavé dans la mare, l'introduction des données en temps réel. En ce moment, avec les tensions géopolitiques en Iran qui font flamber le baril, le marché s'inquiète face au spectre de l'inflation et s'attend à ce que la Fed doive monter les taux. Sauf que Warsh ne voit pas du tout les choses de cet œil. Pour lui, les indicateurs PCE ou CPI classiques sont de simples échos de l'histoire. Ils ont un mois de retard, ça revient à piloter les taux d'août avec le rétroviseur de mai. C'est pour ça qu'il veut imposer des outils en temps réel pour coller instantanément à la réalité du terrain. Et vous allez voir que dès que ces données en temps réel vont entrer en jeu, la peur liée à la guerre en Iran va s'estomper pour laisser la place à une dynamique plus favorable. C'est vrai, historiquement, un début de conflit fait toujours bondir le brut par spasme. Au début des tensions avec l'Iran, le Brent a grimpé à 114 dollars et le WTI à 106 dollars. Mais la vraie loi des marchés, celle que l'histoire valide à chaque fois, c'est qu'environ 3 mois après le choc initial, les prix du pétrole se détendent et reviennent à la normale. D'ailleurs, c'était exactement ce qu'on voit. Le Brent est retombé autour des 71 dollars et le WTI vers les 68 dollars. Mais le vrai déclic se passe en coulisses. Quand la guerre éclate, les banques centrales adoptent souvent une rhétorique hawkish, sauf que dans le monde réel, un baril cher et l'angoisse géopolitique suffisent à ralentir la confiance des consommateurs et à inciter les entreprises à faire le dos rond. C'est ce qu'on appelle un resserrement naturel de l'économie. En gros, le pétrole prend un coup de chaud temporaire, mais comme les dépenses se figent, l'inflation n'arrive pas à contaminer les prix à la production ou le secteur des services. C'est un phénomène ultra fréquent. C'est le coup de frein économique qui frappe en premier. Par le passé, les banques centrales ont souvent fait l'erreur de monter les taux trop tard en se basant sur des stats obsolètes, freinant brutalement la croissance. Mais si la Fed passe aux données en temps réel comme le veut Warsh, ça change la donne. La chute du pétrole et le ralentissement économique sont immédiatement intégrés dans l'équation. Résultat, ces données temps réel ne vont pas justifier une hausse des taux, elles vont devenir un argument rationnel pour les orienter à la baisse. À cela s'ajoute un troisième changement majeur, l'arrivée de la Trimmed Mean Inflation, l'inflation à moyenne tronquée. Pour faire simple, c'est une méthode de calcul qui dégage les valeurs aberrantes, c'est-à-dire les composants qui ont le plus explosé ou le plus chuté, pour ne garder que la moyenne du reste du panier. Face à la presse, Warsh a d'ailleurs balancé qu'on avait besoin d'outils d'analyse bien plus pointus que la simple distinction entre inflation core et headline, et il a lancé une task force dédiée à la refonte du cadre inflationniste. L'intérêt ? Avec la moyenne tronquée, on peut totalement gommer des statistiques, les bruits parasites, comme les pics de pétrole liés à la guerre. Ça permet de voir si le choc pétrolier contamine réellement le reste de l'économie, comme les salaires ou les services, ou s'il s'agit juste d'un feu de paille. En clair, il annonce qu'il refuse de se faire piéger par une fausse inflation. C'est une preuve de plus de son scepticisme face aux hausses de taux. Quatrième axe de sa réforme, et c'est la même logique. La mort du dot plot, le graphique de prévision des taux, et de la forward guidance. Dès son arrivée, Warsh a refusé de se prêter au jeu du dot plot, affirmant que ce graphique n'était qu'un bête gribouillage écrit au crayon avec une grosse gomme au bout. En supprimant ses prévisions rigides, il augmente certes la volatilité à court terme, mais il s'achète surtout une liberté d'action pour ajuster les taux de manière hyper réactive selon les données, sans être pieds et poings liés par ses propres déclarations passées. Enfin, le cinquième point, c'est sa vision sur l'explosion de la productivité liée à l'IA et son impact déflationniste. L'intégration de l'intelligence artificielle va faire progresser la productivité américaine, ce qui va provoquer un choc d'offres majeur. Loi économique de base, à demande constante, si la courbe d'offres se déplace vers la droite, les prix baissent. Alors que la planète entière injecte des capitaux astronomiques dans l'IA, cette révolution de l'offre pourrait inverser le narratif. On ne parlera plus d'inflation, mais potentiellement de déflation. Si la task force valide ce gain de productivité à long terme, via les données en temps réel, la Fed aura les coups des franches pour baisser les taux, même en plein marasme géopolitique. Maintenant, quel impact toute cette équation Warsh va avoir sur les cryptos et sur le Bitcoin en tête ? On le sait, le marché des cryptoactifs
est très sensible aux injections de liquidités et aux orientations de politique monétaire, forcément, au début de la guerre, avec le pétrole qui s'emballe et la rhétorique hawkish, impossible d'accuser le coup sans quelques secousses et des corrections à court terme. Mais voilà, maintenant que les tensions se calment et que le baril se stabilise à la baisse, la donne pourrait évoluer. Au moment précis où la task force de la Fed va acter, via ses données temps réel, que la contagion inflationniste est sous contrôle et qu'elle va s'orienter vers des baisses de taux, le marché va progressivement changer de cap. Comme le marché actuel a intégré des perspectives de taux élevées, ce basculement de psychologie d'une Fed purement hawkish à une Fed plus mesurée va ouvrir la voie à une amélioration graduelle du sentiment et des cours des cryptos. Les investisseurs retail s'en foutent un peu du quantitative tightening, c'est un concept trop abstrait pour eux. Ce qu'ils regardent, c'est le signal brut. Est-ce que les taux montent ou descendent? Dès que le pivot sera validé par les données temps réel et que les baisses de taux vont s'enclencher, le marché crypto pourra retrouver une certaine dynamique, boosté en plus par son rôle central dans l'écosystème de l'IA et de la tech. Dès que le bruit parasite de la guerre va s'effacer pour laisser place à l'ère des données temps réel de Kevin Warsh, les fondamentaux de la crypto, portés par le vent de l'innovation de la Silicon Valley, tendront à se stabiliser. Dans ce grand chambardement macro orchestré par le nouveau patron de la Fed, j'espère que vous saurez décoder ces mécanismes de l'ombre plutôt que de céder au FUD ambiant et de brader vos bagues. Si la vidéo vous a plu, lâchez un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune mise à jour. Merci à tous et à la prochaine.